Djabou Ngabou Floribert. Je suis le député national élu du territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Et je suis également, comme vous pouvez le remarquer ici sur la page, je suis le président national de notre cher parti, le Front des nationalistes intégrationnistes. Donc, FNI en sigle. C'est un parti national qui bientôt, je crois, va fêter beaucoup d'années d'existence parce qu'il a été agréé depuis le 20 août 2005. Et c'est un parti qui a toujours travaillé parce que nous avons toujours vu nos députés siéger ici à l'Assemblée nationale et bien sûr aussi au niveau de la province. Quelquefois nous avons aussi été aussi flattés par la présence de certains ministres de profession de notre parti et aussi, je crois, des PCA. Bref, c'est un parti qui n'est pas né hier, c'est un ancien parti. Il est parmi les vieux. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant par rapport à ma présentation. Bien sûr, j'en suis le président national, je l'ai déjà dit. Et actuellement, je siège à l'Assemblée nationale comme un des députés de ce parti. Voilà pour la brève présentation à ce moment-ci. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tous nos amis de la presse, c'est un grand honneur pour nous que vous ayez répondu à notre invitation, quoique parvenir de manière plus afin que nous passions ce petit moment d'échange avec vous. Nous tenons donc à vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre choisi pour cette petite communication. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous l'avez probablement suivi dans les différents médias que le dernier rapport d'experts de l'ONU du 3 juillet 2025 a pointé certaines personnalités, à tort ou à raison, d'être impliquées dans les exploitations minières mécanisées, qu'ils ont qualifiées d'illégales, dans la chefferie de Banyali-Kilo. Et la dite implication se fonde sur un audio authentifié de 2 députés provinciaux qui mentionnent les noms de certains collègues et de votre modeste serviteur, l'honorable Floribert Djabou Ngabou. En effet, au paragraphe 161 du dit rapport, les auteurs affirment ce qui suit. Dans un enregistrement audio authentifié datant du début 2025, Joachim Kambal Ngendou et Jean Bachou, 2 députés provinciaux, ont discuté de leurs exploitations minières mécanisées illégales dans la chefferie de Banyali-Kilo. Ils ont mentionné des exploitations illégales similaires à Banyali-Kilo appartenant à leurs collègues députés Serge Lonema Mbukana, Djokaba Lambi Bede, Jean-Paul Ngabou Tchounde et Floribert Ngabou Djabou. Et l'enregistrement a révélé que chacune des personnes susmentionnées versait $10 000 par mois à la milice Codeco pour la protection de leurs activités. Plusieurs sources ont corroboré ce contenu de l'enregistrement
en ce qui concerne non seulement le rôle de ces personnes dans l'exploitation minière illégale, mais également les paiements effectués. Et ces paiements, tout comme la collaboration avec les groupes armés, sont passibles de sanctions. Fin de citation. De prime abord, je dois préciser que je réponds au nom de Ndjabou Ngabou Floribert et non Floribert Ngabou Ndjabou, tel que présenté dans ce rapport. Ensuite, les lieux de l'exploitation allégués se situent dans une autre chefferie qui n'est pas la mienne. Et les sources, les autres sources sont vagues et donc anonymes. C'est pourquoi on a aussi constaté qu'il n'y avait aucune preuve tangible de l'évaluer le paiement mensuel de 10 000 $ aux miliciens. Et comme le savons tous, dans notre pays, la RDC, le secteur des mines est régi par la loi numéro 007/2002 du 11 juillet portant code minier, tel que modifié par la loi numéro 18/001 du 9 mars 2011, du 9 mars 2018. Donc, toute forme de violation d'exploitation minière illégale devrait être constatée par le gouvernement congolais dès lors que la loi prévoit les formes de la sanction à l'égard des citoyens qui se seraient compromis à la matière. D'ailleurs, le code minier a prévu le mécanisme de contrôle des coopératives minières dont la liste n'échapperait nullement aux autorités congolaises du secteur. C'est pourquoi je tiens donc par la présente à rejeter avec la plus grande fermeté ces allégations infondées qui ne reposent sur aucun élément vérifié ni sur des faits établis. Je n'ai jamais été associé de quelque manière que ce soit à des activités minières illégales avec des miliciens opérant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le seul contact que j'ai eu avec ces miliciens l'ont été dans le seul cadre des missions qui ont été confiées aux émissaires de paix par les chefs de l'État. Nous citons ici le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est lui qui m'avait désigné comme chef de la délégation pour pouvoir aller sensibiliser ces miliciens à déposer les armes. Ça, c'est le premier contact avec les miliciens. Le deuxième, toujours sur ordre du chef de l'État, l'a été, c'était en 2021, il nous a maintenant envoyé pour aussi discuter avec les miliciens, cette fois avec tous les miliciens, pour pouvoir déposer les armes et revenir à la raison pour faire la paix. Donc, il s'ensuit que les allégations susmentionnées contenues dans ce rapport, qui portent gravement atteinte à mon honneur, à mon intégrité, ainsi qu'à mes engagements politiques et publics, constituent purement et simplement des imputations diffamatoires à mon égard. En outre, dans une émission suivie de la LFI, il a été rapporté que j'ai traversé la frontière avec de l'or pour l'Ouganda. Mais je tiens à donner la clarification ci-après sur mon séjour à Kampala. Dans l'exercice de mon mandat parlementaire et au terme de nos différentes sessions parlementaires de mars et de septembre de chaque année, une autorisation de sortie nous a toujours été délivrée par les bureaux de l'Assemblée nationale pour nous permettre de nous rendre dans nos bases respectives à toute sécurité. En ce qui nous concerne personnellement, nous choisissons effectuer ces voyages Kinshasa-Kampala, Djougou-Alipuri, pour les raisons ci-après. Ces voyages offrent la sécurité
la sécurité de par les aéronefs ougandais qui sont mieux entretenus que les nôtres. Deuxièmement, il y a les tarifs préférentiels. Ça veut dire que les compagnies ougandaises offrent des tickets qui coûtent moins cher par rapport à nos tickets sur le plan national. Si vous voulez partir d'ici à Bunia en avion, vous payez facilement $1000 aller-retour. Mais si vous allez avec les avions ougandais, vous pouvez payer $500 les billets aller-retour avec les bagages soutes qui équivalent pratiquement à 46 kg. Donc, c'est un tarif préférentiel. Troisièmement, il y a également la minimisation des risques de sécurité. Lorsque nous quittons Kinshasa pour passer par l'Ouganda et que nous prenons le bus pour arriver dans notre fief, c'est la partie la plus sécurisée si nous n'allions pas un autre chemin. Donc, en dernier lieu, il y a aussi les fameux problèmes sanitaires. Pour le checking médical, nous avons des beaux hôpitaux, pas ici à Kinshasa, à Nairobi, à Kampala, où on vous soigne convenablement. Pas comme ici, où des fois nous assistons à ce que les médecins nous disent vous avez beaucoup d'infections, mais on ne peut pas les déterminer correctement. On n'est pas bien soigné. Donc nous nous tournons de ce côté-là parce qu'il y a un bon choix là-bas. Ça, ce sont parmi les raisons qui nous ont poussés à passer par Kampala. Et en tant que notable de la province de l'Ituri et député national, nous avons effectué plusieurs missions de la République démocratique du Congo vers la République de l'Ouganda. Comme notable, moi et notre collègue député national avons participé dans une émission des bons offices de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri auprès des Congolais exilés en Ouganda et dont l'ordre de mission avait été signé par le gouverneur militaire de l'Ituri le 9 mars 2025. Et sur l'initiative de l'Assemblée nationale, nous avons effectué une émission à l'Ituri et 3 missions consécutives à Kampala, en Ouganda, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Et à ce titre-là, en novembre 2024, les députés nationaux avaient accompagné son Excellence, Madame la Première ministre, pour réévaluer l'état de siège de l'Ituri et de Nord-Kivu. En novembre 2024 également, les députés nationaux de la RDC ont effectué une mission auprès de leurs homologues ougandais. Donc les députés ougandais qui étaient pratiquement des membres de la commission des forces de sécurité et des affaires étrangères. En mai 2025, les députés nationaux de notre pays ont pris part à la première conférence interparlementaire africaine sur les valeurs familiales et la souveraineté. En juin 2025, les députés nationaux de la RDC ont pris part à l'ouverture officielle de la session parlementaire de l'Assemblée nationale de l'Ouganda. Et là, la délégation était conduite par notre président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe. Alors, ici est de noter, au cours de toutes les sessions ordinaires comme extraordinaires de l'Assemblée nationale, nous participons à tous les travaux parlementaires. Et pendant les vacances parlementaires consacrées par la Constitution de la République et également de l'Assemblée, nous quittons Kinshasa sur autorisation de notre chambre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de clore mon propos, je tiens à préciser que l'émolument d'un député national est connu de tous. La porte de l'Assemblée nationale de mon pays est grandement ouverte pour que ce groupe d'experts puisse vérifier ce que nous percevons mensuellement avant de pouvoir croire à ce que moi je puisse donner aux musiciens mensuellement les $10 000 américains. En tout état de cause, je me réserve le droit d'engager toute action légale appropriée pour faire respecter la vérité, protéger ma réputation et poursuivre toute personne ou entité à l'origine ou relais
de ces accusations mensongères. Vous savez que nous venons d'être frappés durement dans la province de l'Itourie. Dans la nuit, je crois, de dimanche, où nos chers frères et sœurs se recueillaient dans l'église pour pouvoir adorer le Seigneur. Les rebelles ougandais de ADF ont surgi la nuit et ils ont massacré un bon nombre de gens qui étaient allés prier. Et parmi le nombre de victimes s'élevait, je crois, à une trentaine de personnes, et sans compter d'autres blessés. Donc, je vais juste prier à l'auguste assemblée présente avec nous pour honorer la mémoire de juste mettre une minute de silence debout pour passer à cela. Évidemment, avant de nous lever, nous ne dirons jamais assez. Nous demandons toujours à notre gouvernement de la République de pouvoir faire des sommets pour pouvoir sécuriser, protéger les civils. Et nous savons qu'actuellement, l'État congolais a pris des décisions courageuses de pouvoir, ils ont mis sur pied la mutualisation des forces, c'est-à-dire notre armée et la ougandaise qui sont déployés en Itourie, et c'est dans le but justement de pouvoir éradiquer ces rebelles ougandais. Mais curieusement, nos frères, nos sœurs ont été fauchés et on a perdu beaucoup de gens. Et voilà, c'est pour ça, je crois qu'à leur mémoire, très certainement, j'ai supplié l'Assemblée de pouvoir se lever debout pour une minute de silence. Voici les moments. À vous, maintenant la parole. De la majorité présidentielle, état des sièges, la société civile n'a eu de cesse de le dire, les églises, tout le monde, sauf vous et le gouverneur. Quand on relève des incongruités, quand on relève l'inefficacité de l'état des sièges, n'est-ce pas le moment venu pour mettre un terme à cet état des sièges, parce que dans votre message, vous avez fait état de la mutualisation des forces. Donc pour vous, le salut de l'Itourie actuellement, c'est entre les mains de l'armée ougandaise. Quelles conséquences tirer au regard de l'état de siège? Merci. Mais désolé pour que je n'ai aucune question à poser par rapport à ce que moi je considère comme droit de réponse. Il est vrai que nous sommes les députés nationaux et de la province, de deux provinces, je crois, sur le dossier, il y a Nord-Kivu et il y a l'Itourie. Alors, comme je l'ai dit dans ma communication, vous avez raison, mais d'emblée, il fallait quand même que je fasse les démentis parce que à l'heure où nous parlons, vous voyez, les rapports fédéraux de l'Itourie, il y a une sorte de tension qui est palpable. Mais évidemment, il fallait quand même donner notre version des faits. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'actualité, ça s'est passé le dimanche. C'est vrai que nous sommes de la majorité présidentielle, ou bien de l'Union sacrée, de la nation, c'est vrai. Alors, vous avez suivi dans mon intervention que j'ai fait mention du fait que nous avons été à Goma et à Bunia avec la première ministre. Excellence Mino. Et à ce que moi je sache, par rapport aux doléances des frères et sœurs de ces deux provinces, il avait été clairement dit ceci. La première ministre, Excellence Mino, avait fait une sorte de conclusion de notre mission. Nous étions partis pour réévaluer les recommandations qui déjà existaient. Et à ce niveau-là,
elle a formulé vraiment à la hiérarchie ou à l'autorité suprême des propositions claires dont nous attendons toujours la réponse jusqu'à ce jour. Et ces recommandations à l'autorité suprême peuvent se résumer seulement à ceci: qu'il fallait requalifier l'état de siège. Et ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à ce moment-ci. Et évidemment aussi, maintenant vous avez posé le deuxième problème, c'est celui de la mutualisation des forces, donc de l'armée congolaise, de l'armée ougandaise. Notre pays, les autorités ils ont estimé qu'il était nécessaire de pouvoir conjuguer les forces des deux armées, l'armée ougandaise, dans la mesure où déjà l'armée ougandaise opérait dans une partie du territoire du Nord Kivu et dans une partie aussi de la province de l'Itourie par rapport au rebelles de ADF. Alors le gouvernement pensait que ça aurait été mieux que les deux armées puissent maintenant compléter ces vides en agissant sur tout le territoire de l'Itourie. Alors pour le moment je crois que il est vrai que le désir est là, mais nous en tant qu'élus de l'Itourie, nous avons toujours, on a toujours souligné le fait que les choses ne marchaient pas très bien. Et ça, je crois que nous avons laissé, le reste de décision à l'autorité suprême. Après nous allons à Bocas, vous savez comment ça marche à l'Assemblée, on a voté une loi, je crois, d'habilitation pour le gouvernement qui doit continuer à renouveler chaque fois des décisions. Mais je crois que nous avons déjà beaucoup soulevé ces cas, que ce soit devant les chefs de l'État, que ce soit au niveau du gouvernement, au Parlement. Je crois que nous avons déjà assez dit. Maintenant, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien à décider. Donc nous allons observer. Mais ce qui est vrai, il y a un problème. En Itourie, il y aura, je crois, 3 groupes. Nous avons l'IPDF qui est là, notre armée, on a aussi des groupes armés. Et à cela, il faut aussi ajouter la MONUSCO. Donc c'est un ensemble. Pour les gérer, il faut vraiment avoir un aide solide. Donc pour le moment, le gouvernement de la République fait confiance à cette mutualisation là-bas. Et nous nous rendons derrière le gouvernement parce que c'est ce qu'ils estiment être salutaire pour nos deux provinces. Voilà. Fait que Kinshasa, honorable Djakunga Floribert, député national, élu du territoire de Djougou et président du Front des nationalistes internationalistes. Je vous remercie.